C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un 33e mardi de manifestation sous le signe de la répression en Algérie. Des dizaines d'interpellations lors des rassemblements hebdomadaires des étudiants. Des arrestations musclées. Des journalistes arrêtés violemment et pris à partie par les forces de l'ordre. On fera le point en images et avec Khaled Drarni, journaliste indépendant et correspondant de RSF Reporters sans frontières en Algérie. L'avocat principal de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a déposé une demande de remise en liberté sans condition devant la Cour pénale internationale. Une liberté sans condition dans l'attente de la fin de la procédure d'appel le concernant. Notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brouk, nous expliquera pourquoi. Et puis dans le cadre d'Octobre Rose, on va vous emmener au Sénégal où depuis le 1er octobre, les femmes atteintes du cancer du sein et du col de l'utérus ont accès gratuitement à la chimiothérapie. Elle est désormais subventionnée à 100% par l'État. Une bonne nouvelle pour les plus pauvres qui devaient parfois s'endetter pour se soigner. Reportage à suivre dans ce journal. Des dizaines d'arrestations, de nombreux blessés enregistrés. La manifestation hebdomadaire des étudiants en Algérie a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Des journalistes ont été interpellés et empêchés de travailler. Le correspondant d'une télévision russe affirme avoir été frappé par les forces de l'ordre. Nicolas Germain. D'après les étudiants, il s'agit d'un tournant. Pour la première fois depuis février, la police a essayé d'empêcher leur manifestation contre le pouvoir. Plusieurs personnes ont été arrêtées, notamment des journalistes. À plusieurs reprises, les manifestants ont contourné le dispositif policier avant d'être définitivement dispersés. C'est le chef de l'armée qui réprime ces marches, qui arrête les manifestants et les citoyens. Même de vieilles femmes et des vieillards sont arrêtés. Nous manifestons contre des élections en décembre. Je jure qu'on ne les laissera pas les organiser. On ne veut pas de ce régime militaire. Nous voulons un pays démocratique libre avec un gouvernement de civils. Nous avons joint la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Ce que nous constatons aujourd'hui, justement, c'est cette brutalité qui est exercée contre les manifestants, contre les journalistes. Nous pensons que ça vise à intimider les gens. Ça n'augure pas bonne chose pour le pays. Ils sont en train de préparer une élection présidentielle. Il ne peut pas y avoir d'élection présidentielle dans un climat de terreur, dans un climat de violence, dans un climat de contrainte. Ces élections, pour nous, sont déjà discréditées de par ces pratiques. En avril, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika avait démissionné à la suite d'immenses manifestations. Il avait passé 20 ans au pouvoir. Depuis, l'homme fort du pays est le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Il souhaite des élections le 12 décembre. Mais les manifestants, eux, l'ont encore répété ce mardi, ils ne font pas confiance au pouvoir actuellement en place pour organiser un scrutin transparent. Ils veulent notamment le départ de Gaïd Salah, pièce maîtresse du système Bouteflika. Nous retrouvons à Alger Khaled Drarni, journaliste indépendant et correspondant d'RSF, Reporters sans frontières en Algérie. Bonsoir Khaled. Bonsoir à vous. Alors vous étiez présent à la manifestation de ce mardi. De quoi avez-vous été témoin ? Alors d'abord, j'ai été témoin, comme le dit si bien votre reportage, de la décision et de la détermination des forces de l'ordre algériennes d'empêcher cette manifestation, une première depuis le mois de février. Ils ont certainement reçu des instructions aujourd'hui pour que cette manifestation n'ait pas lieu. Et malgré cela, les étudiants et les autres manifestants algériens ont eu le courage et la détermination d'aller jusqu'au bout, de contourner les barrages de police, de revenir et de tenir leur mobilisation un peu plus loin, notamment à la rue Tidouche Mourad, malgré la répression très importante. Plus d'une centaine d'interpellations constatées ce matin. Khaled, ces derniers jours, la liste des journalistes interpellés s'est allongée. Et c'est très inquiétant. Plusieurs journalistes arrêtés. Sofiane Merakchi, correspondant d'El Mayadine, emprisonné depuis une semaine. Le journaliste Saïd Boudour d'Oran a été relâché hier sous la pression populaire. Un autre journaliste de Constantine, un blogueur, Abdelmounjir Khaledi, est toujours détenu par la police. Le correspondant de RT, comme vous l'avez dit aujourd'hui, battu, celui d'Al Hurra samedi dernier. Les journalistes s'inquiètent beaucoup de ce climat de terreur contre eux, les arrestations. On les frappe, on ne reconnaît pas leur carte professionnelle, pas de syndicat malheureusement pour défendre de cela. Les journalistes algériens devraient peut-être se réunir dans les jours qui viennent pour pencher sur cette question et essayer de s'organiser face à la répression des autorités contre leur profession. Merci beaucoup Khaled Drarni pour votre éclairage. Merci beaucoup.
Nouveau rebondissement dans l'affaire Laurent Gbagbo. L'avocat principal de l'ancien président ivoirien a déposé une demande de remise en liberté sans condition devant la Cour pénale internationale dans l'attente de la fin de la procédure d'appel le concernant. Cette demande intervient dans un contexte politique particulier, comme nous l'explique notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook. Cette requête de la défense de Laurent Gbagbo intervient quelques semaines après que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, ait fait appel de la décision d'acquittement de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. Alors cette procédure devrait prendre quelques mois et hypothèque dans tous les cas un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire d'ici l'élection présidentielle de 2020. Alors l'ex-président Laurent Gbagbo n'a pas encore exprimé ses intentions de revenir en Côte d'Ivoire ou même de participer à l'élection présidentielle, mais dans cette requête, eh bien, son avocat a dit qu'il aimerait bien jouir de sa liberté totale afin de pouvoir potentiellement soit jouer un rôle, participer à une éventuelle campagne présidentielle, voire, et c'est une hypothèse, se porter candidat en 2020. Il semble donc que Laurent Gbagbo ait envie de revenir dans l'arène politique ivoirienne. Certains de ses proches se sont rapprochés du gouvernement pour lui permettre potentiellement de rentrer ici en Côte d'Ivoire. Et puis, il joue déjà un rôle. Il s'est rapproché dernièrement de Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Ils se sont rencontrés cet été à Bruxelles. Ils ont mis en place ensemble une plateforme d'opposition pour s'opposer au RHDP d'Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, ils ont eu leur premier meeting commun. Ces deux partis, le FPI, la branche du FPI pro-Gbagbo, et le PDCI d'Henri Konan Bédié ont eu leur premier meeting commun ici en Côte d'Ivoire le mois dernier. Cet appel à manifester lundi prochain en Guinée, un appel du Front national pour la défense de la Constitution qui regroupe des partis d'opposition, des syndicats et des membres de la société civile. Un rassemblement pour protester contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. La Constitution guinéenne limite à 2 le nombre de mandats présidentiels, une limitation dont la pertinence a souvent été remise en cause par le président Alpha Condé. Son deuxième mandat s'achève en octobre 2020. Écoutez. Le professeur Alpha a commencé à vouloir changer la Constitution, d'abord la modifier pour avoir un troisième mandat, ce qui est illégal. Et ensuite, il a proposé une nouvelle Constitution. Pour cela, il a fait des consultations. Mais nous nous sommes vite rendus compte que ces consultations étaient sans objet puisque son agenda était tout à fait tracé. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement lui-même fait campagne à la télévision nationale, dans les radios, et fait des rassemblements un peu partout. Mais lorsqu'il y a une seule manifestation de l'opposition, il y a une répression. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que le droit n'est pas du tout appliqué. Un seul camp ne peut pas avoir le droit de manifester tous les jours et dénier le même droit à l'autre camp. Voilà, propos recueillis à Conakry par Malik Diakité. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, au Mali, la double attaque du 30 septembre dernier à Boulkessi et à Mondoro, dans le centre du pays, a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Dans un communiqué diffusé lundi soir sur les réseaux sociaux, le GSIM, dirigé par Iyad Grali, fait état de plus de 80 militaires maliens tués. Les autorités, elles, parlent de 40 morts. La police mozambicaine mise en cause dans le meurtre d'un chef de mission d'observation des élections générales prévues le 15 octobre prochain. Le directeur d'une ONG a été abattu lundi par des hommes armés. Ils ont ouvert le feu sur son véhicule à Xai-Xai, la capitale de la province de Gaza. Depuis le début de la campagne présidentielle, de nombreuses violences ont visé principalement des candidats ou des partisans de l'opposition. 900 000 € injectés au fonds d'aide pour les victimes de la dictature gambienne. L'argent provient de la vente des propriétés de Yahya Jammeh, saisies par les autorités. Les biens du dictateur pourraient rapporter gros à la Gambie. Yahya Jammeh est par ailleurs accusé d'avoir volé près de 360 millions de dollars dans les caisses de l'État. On part à présent au Sénégal avec cette très bonne nouvelle pour les malades du cancer du sein et du col de l'utérus. La chimiothérapie est désormais subventionnée à 100% par l'État depuis le 1er octobre. Il s'agit des cancers les plus fréquents chez la femme dans le pays. Le coût du traitement des autres cancers a été réduit de 60%. Les plus démunis avaient beaucoup de mal à se payer les traitements. Ils devaient parfois s'endetter. Nos correspondants se sont rendus dans l'unique centre de référence de chimiothérapie du pays, à Dakar. Reportage signé Sarah Sako et Eliman Dao. Diewo a 36 ans.
elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Adama, sa sœur, l'accompagne à l'hôpital Le Dantec. C'est la première fois depuis l'annonce de la gratuité des soins qu'elle se rend au centre de chimiothérapie. On payait très cher la chimiothérapie. C'était très dur. Il fallait débourser 25 000 francs CFA par-ci, 50 000 par-là. Aujourd'hui, je suis venue et on m'a offert le traitement. Jusqu'ici, il fallait débourser plus d'une centaine d'euros toutes les 3 semaines pour le traitement de Diewo. Une fortune pour cette mère de 8 enfants qui dépendait entièrement de ses proches. Je vais faire le mélange de vos médicaments et on commence le traitement. Je n'avais même pas de quoi payer mon transport. Chez moi, on ne réussit jamais à prendre les 3 repas quotidiens. Alors imaginez la difficulté que ça a été pour me soigner. La mesure de gratuité concerne uniquement la chimiothérapie. La chirurgie ou encore la radiothérapie reste à la charge des patients. Pour l'équipe médicale de l'Institut, cette avancée peut déjà faire la différence. C'était quasiment 30% des malades qui étaient perdus de vue. Et quand on les rappelait, ils disaient qu'ils n'avaient pas les moyens de venir faire leur chimiothérapie, surtout par rapport à la régularité qu'on leur demandait. Mais beaucoup reste encore à faire pour les malades, selon la Ligue sénégalaise contre le cancer. La LISCA demande à présent aux autorités de mettre l'accent sur la prévention. C'est réduire le tarif de la mammographie. Pour le cancer du col aussi, accentuer, informer les populations pour que les enfants de 9 ans puissent être vaccinés et ensuite, par la suite, faire le dépistage sur le cancer du col. 2500 nouveaux cas de cancer du sein et du col de l'utérus sont diagnostiqués chaque année au Sénégal. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Nabia Marloufi. Après 6 années de guerre civile au Soudan du Sud, l'accord de paix redonne l'espoir d'une entente. Les ennemis d'autrefois pris côte à côte pour un avenir commun. Pourtant, les 100 000 réfugiés du camp de Bentiu ont encore besoin de la protection des casques bleus. Par peur d'être massacrés, peu d'entre eux osent sortir de ce camp insalubre. Mais des femmes comme Nyan Nyang s'aventurent au dehors. Avec ses proches et sa famille, elle parvient à s'installer en ville. Nos reporters de France 24 ont pu filmer son quotidien et son retour à la vie. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et France24.com.